Mais je voudrais d'abord faire une petite introduction, puisqu'en fait, euh, je ne sais pas si tes chroniqueurs ont lu ma petite introduction philosophique. Bah, sinon, ils sont sanctionnés financièrement. Donc, Sinon, on les sanctionnera. sinon, évidemment qu'ils l'ont lu, sinon ils sont sanctionnés. Voilà, mais Je ne sais même pas s'ils savent lire les chroniqueurs. Chez Bolloré, quoi. Il faut qu'on vérifie. On va vérifier d'ailleurs. Et tu veux travailler pour Bolloré, toi? Non, pas moi, je parle de Radio Galère. Ah, pardon, ok. donc, si tu veux, aujourd'hui, j'aurais pas dû parler de ce dont je vais parler. Ça fait 2 mois que je travaille sur la thématique du techno-féodalisme à partir de 2 livres d'économistes, un qui s'appelle Varoufakis et l'autre Cédric Durand, et qui tous les deux cherchent à expliquer, mais on y reviendra parce que je suis têtu, cherchent à expliquer en prenant du recul qu'on serait globalement sorti du capitalisme et qu'on serait rentré dans un système qu'ils appellent techno-féodalisme, et où les rapports sociaux dominants seraient donc du féodalisme qui s'appuie sur le nouveau système technique, la nouvelle révolution qu'ils appellent la révolution numérique. Bon, je la fais brève, puisqu'on ne va pas l'aborder. Et ça, c'était une thématique qui m'intéressait, parce que si tu veux, c'est une thématique de long terme, où il faut approfondir, il faut s'interroger, ça interpelle quel type de société tu veux, tu vois, etc., etc. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'urgence du court terme, une fois de plus, a débarqué sur toutes les lucarnes de France, et dans 2 pays, à peu près au même moment, et je ne te parle même pas des États-Unis, on y reviendra là en janvier, En janvier, oui. pour l'intronisation, mais je te parle de l'Allemagne et de la France. J'avais commencé par l'Allemagne, parce que j'avais vu qu'il y avait des gros problèmes, puis je suis tombé sur un graphique qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, il y a eu aussi la France, et toutes les informations économiques qu'on a eues sur les restructurations d'entreprises, des plans sociaux, voire des délocalisations, je pense à Michelin, etc., etc. Et je me suis dit, une fois de plus, je vais être obligé d'abandonner une analyse de long terme pour faire du court terme, de l'immédiat. Et c'est là où, si tu veux, ça renvoie à Néandertal. C'est que l'homme de Néandertal, en tout cas celui qui marchait non pas sur ses 2 jambes, mais sur 4, avait une vision de la réalité du monde à environ 80 cm du sol. Ce n'est que lorsque Néandertal est devenu bipède que, se dressant sur ses jambes, il a eu de ce fait une vision plus haute, plus large, plus longue, plus profonde. Et c'est d'ailleurs à partir de là que se développe sa principale fonction, qui est celle de réfléchir et de penser. Et c'est ça qui va lui permettre en même temps, non plus de faire par la main, mais de construire les outils qui vont être le prolongement de sa main. Les premiers couteaux, les premières haches, qui vont lui permettre de faire des premières huttes, des premiers feux, et qui vont permettre le développement. Donc on voit bien le rapport entre le fait de se hisser sur ses 2 jambes, qui permet d'avoir une vision longue, et la capacité après à produire les outils nécessaires. Et ça passe par cette idée, la pensée et la pensée intellectuelle, profonde, etc., etc. Or, en fait, le capitalisme, avec ses crises successives, je te parle de 2000, 2008, 2019 avec la crise Covid, et là maintenant, t'empêche de penser. C'est-à-dire, tu redeviens une forme de bête de somme, et on parle souvent du capitalisme qui te traite comme une bête de somme. Bête de somme, c'est celui qui travaille, qui après dort, pointe à la ligne. Et on voit où on en est comme retour. Alors, on va traiter la conjoncture, mais on va le traiter à ma manière. C'est-à-dire, je refuse, je crois vous avoir envoyé une vidéo sur Marc Touati. Marc Touati, c'est l'économiste classique, qui va te dire en permanence que les déficits publics, c'est la faute aux fonctionnaires et aux services publics, qu'il faut réduire les dépenses publiques, et il va s'en arrêter là.
Il va s'en arrêter là. Nous, on va essayer d'aller un peu plus loin. La première chose qu'il faut dire, c'est la première information qui est tombée, c'est la hausse du chômage. C'est important parce que je vous rappelle que il y a quelque temps, on était, rappelez-vous la période des Jeux Olympiques, on était tous enchantés de nos sportifs, des médailles qui ramenaient, il n'y avait plus de problème en France, tout le monde était joyeux du fait du nombre de médailles qui étaient rapportées. Entre le nageur Bernard, le joueur de rugby Dupont, et les médailles d'or qui plongent. Le nageur, c'était Léon Marchand. Léon Pas Marchand, Bernard cette pardon. fois-ci, mais bon, voilà. Et donc, on était aux anges. On était aux anges et on avait tout oublié. La France était rassemblée, voilà. Et d'un coup, eh ben, tout ça s'est effacé. La pause olympique a disparu. Et le monde du réel est réapparu dans toute sa violence. Dans toutes ses violences. Et là, on a comme première information, alors, première information avant le chômage, on a eu tout le discours sur le déficit public qui avait augmenté, on n'a pas vu pourquoi, selon nos propres gouvernants, puis celui de la dette, de l'incapacité à trouver, à construire un budget, la preuve, puisque nous sommes nous aussi en crise politique, comme l'Allemagne, hein, on voit la similitude des choses. Non, pire que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, quand même, il y a un sens du compromis qu'on n'a plus en France, ou qu'on n'a jamais eu peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a... Tu as tout à fait le droit. Barnier, c'est une tentative de compromis. Le problème, c'est que si tu veux, le problème du compromis, c'est que tant que la discussion de marchand de tapis ne se voit pas, le compromis est possible. Dès lors que tu as des forces politiques qui te visualisent le dessous de l'iceberg, les choses apparaissent comme étant pourries, et donc à ce moment-là, les logiques du compromis et de la compromission, parce que compromis c'est la racine de compromission, apparaissent. Et donc, si tu veux, ce qui se passe en France, parce qu'en 40, rappelle-toi, en 44, après la résistance, il y a eu un compromis de différentes forces de la résistance, des gaullistes, des communistes, des socialistes, des radicaux, sur un programme radical qui était le programme Les Jours Heureux, et il y a eu un gouvernement, d'abord provisoire puis définitif, dans lequel il y avait des communistes au gouvernement, sous l'égide du général de Gaulle, et qui a construit la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, développé les congés payés, assuré le développement des hôpitaux sans dette, et développer l'énergie dans notre pays. Donc tu vois que dire qu'il n'y avait pas de compromis possible, si, mais par contre, ce compromis-là de 1944 s'est fait, rappelons-le, sur un programme radical. Mais aussi parce qu'il y avait un événement radical avant, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, et le régime de Pétain. Exactement. Et le régime de Pétain. Et là, la collaboration de tout le patronat français avec le régime nazi. Absolument. Ça, C'est il a raison important de le dire rappeler. ça. 9h sur les ondes de Radio Il a Galère. raison. Et on va laisser évidemment poursuivre Fabrice pour qu'il puisse aller Oui. jusqu'au bout. On est en direct sur les ondes du 88.4. Pardon. Fabrice, pardon. On est en direct sur les ondes du 88.4 avec Fabrice Aubert et Dany Bruet pour parler de la crise, et notamment de la crise allemande à la guerre en Europe. Fabrice. Alors, hausse de 1,9% du chômage en un mois. C'est du jamais vu depuis 5 ans. Rappelons-nous que Macron s'est présenté comme étant le champion de celui qui avait fait baisser le chômage. Et encore, c'est 1,9% seulement sur la catégorie A. Pas les autres catégories, B, C, D, E, c'est-à-dire tous les précaires. Et de plus, je rappelle que cette hausse de 1,9% ne prend pas en compte toutes les radiations qui sont faites, ni de plus les stagiaires, ainsi que ceux qui sont, d'un coup j'ai perdu le terme, qui sont, tu sais, dans les voies de professionnalisation, hein, les apprentis, Oui. qui disparaissent des statistiques et qui sont payés par l'État. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la productivité du travail en France a chuté, puisque les apprentis deviennent des salariés, et donc ils font chuter la productivité du pays. Tu vois que
Ça, Marc Touati te le dira jamais. Hein. Et puis, rappelons-nous qu'à la sortie des Jeux Olympiques, on a appris qu'en un an, la France avait perdu 66 000 entreprises. 66 000 entreprises ont disparu en un an du fait de la nécessité pour celles-ci de rembourser les prêts qui avaient été avancés par l'État au nom du quoi qu'il en coûte. On se rappelle. Pas des canards boiteux, c'est ça, qui étaient justement maintenus à flot par le quoi qu'il en coûte. Mais, ils auraient dû disparaître normalement, mais là, ils ont été... Alors, c'est une bonne question que tu poses. Je pose toujours des bonnes questions, tu le sais. Mais le capitalisme n'est fait que de canards boiteux, qui ont toujours besoin des aides de l'État. La meilleure preuve, c'est qu'en France aujourd'hui, tu as 200 milliards d'aides qui vont directement aux entreprises. Il faut le savoir. Carrefour, est-ce que c'est un canard boiteux? Parce que c'est... Je sais pas, Auchan, même chose. Excellente remarque. Et ils reçoivent des subsides de l'État. Et tu sais à quel titre le CRIR, c'est-à-dire le crédit recherche, quelle est la recherche d'Auchan? Explique-moi. du profit. Ah, une bonne réponse. Plus 2. Ce qui paraît quand même logique dans leur ADN malgré tout. Comme toute entreprise, c'est normal. À titre indicatif, aujourd'hui, c'est la journée internationale des banques. Ah bah, on est bien tombé. C'est pour ça qu'on t'a invité. Là. Voilà. Et Après, c'est normal pas. Alors, une journée qui prête pour aider plutôt à l'international le développement. autre donnée, 19,7%, c'est le taux de chômage des jeunes. Et après, on va te demander de travailler jusqu'à 64 ans parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les comptes pour la retraite. Et 7 heures gratuit aussi. On doit travailler 7 heures gratuitement aussi. Ah, décision du Sénat, magnifique. Mais ça, si tu veux, c'est dans les solutions. Ce sont toujours les mêmes solutions apportées par le système, puisque si tu veux, ils sont dans un logiciel, on pourrait dire Microsoft, ils sont incapables de sortir de ce logiciel. Sauf, et là il faut l'observer, parce que nos gouvernants sachent, quand il y a eu la crise Covid, qu'a fait l'État? Il a développé une politique qui s'appelle « quoi qu'il en coûte », vous êtes d'accord? Et le « quoi qu'il en coûte » a même couvert les salaires des entreprises du secteur privé, pour leur permettre de ne pas faire faillite. Et c'est ça qui a généré... Voilà, et c'est ça qui a généré les déficits et la dette. Hein. Alors, s'y rajoute, parce qu'on a vu les plans sociaux, la CGT a dressé une liste de 130 000 à 200 000 emplois. Et ces 200 000 emplois ne sont toujours pas aujourd'hui, puisque ce sont des plans sociaux, ne sont pas intégrés dans les nouvelles données du chômage. Nous sommes d'accord? Ces 200 000 emplois vont générer eux-mêmes une conséquence sur l'ensemble du reste de l'activité. D'accord, hein? Le budget est récessif, c'est-à-dire que quand l'État donne des coups de rabot sur les budgets publics, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue l'activité. Il diminue l'action publique. Diminuant l'action publique et les possibilités d'intervention publique, il empêche pour ceux qui sont déjà dans les situations les plus pauvres de pouvoir continuer à vivre. Donc il accélère et il aggrave la situation de la situation économique. Hein. Titré sur la Provence ce matin, titre info, 17% de pauvreté en Provence. Ah, absolument, absolument, Voilà, absolument, absolument. Mais tu as raison. Bon. Et ça, tu vois, c'est la conséquence de 30 ans de politique. Parce que la pauvreté, elle n'a pas surgi comme ça. Hier, il n'y avait pas 0% de pauvres. Et aujourd'hui, 17%. Et qui s'expliquerait juste par la crise de la dette. Ça a été un long processus qui s'est étalé sur 30 ans. 30 ans de privatisation, 30 ans d'optimisation du profit, 30 ans de capitalisme, libéralisme, libre-échange, qui détruit entreprises, emplois, etc., etc. Hausse importante des repas des restaurants du cœur. Vous avez vu le graphique, il est imparable. Et tout ça s'accélère, observez, au moment où il y a le Mozart de la finance qui est aux manettes. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'est important Fabrice, et là c'est une relance, il me semble appropriée, nous rappeler qui est le Mozart de la finance
depuis X années, parce que là aussi, ça peut faire débat. Nous, on connaît Ces le sujets, Beethoven de la fusée. ces sujets à interprétation, non mais c'est important de le rappeler. Puis surtout, on peut en faire un point aussi aujourd'hui, Fabrice, sur la finance et la chute vertigineuse de par les choix qu'on a fait géopolitiques et financiers. Le Mozart de la finance, c'est le nom qui est donné à Macron. Mais en un sens, il le mérite. Je vais dire parce que on le prend au premier degré. Il faut le prendre au deuxième degré. Alors au premier degré, bien sûr, c'est un nul. Tu te dis avec la dette qu'il y a... Non, mais c'est pas vrai, il a rempli sa mission. Il a été le Mozart de la finance pour les financiers. Il vient du monde des banques. Et nous avons... c'est pas la première fois que je vous le dis. Nous avons déjà connu cette période historique sous Louis-Philippe, où Marx écrivait « Le règne des banquiers va commencer » dans son livre sur les luttes de classe en France, et parlant des dettes, et parlant de la privatisation de la SNCF, déjà à l'époque, 1848. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons déjà vécu. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Marx. Hein, il faut le lire, ce monsieur. Et j'engage tout le monde à lire les luttes de classe en France, parce que c'est disponible sur Internet gratuitement. Hein, et le début, pas la préface, mais quand il commence à parler de Louis-Philippe, là, il faut lire, il y a 2 pages à lire, pas plus. C'est un SMS amélioré. Bon. Et 2 pages, mais qui te disent tout. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ça a déjà été écrit, ça a déjà été vécu avant. Et rappelons-nous que 1848 a fini par la révolution de 1848, puis il y a eu la révolution de 71 et la Commune. D'accord ? Donc on voit que les matrices historiques existent, et que c'est la tectonique des plaques. Et Louis XVI, avec la convocation des tiers-États, c'était bien pour régler le problème de la dette également. Absolument. Excellent. Et nous sommes dans Tout cette à fait. situation. Et je rappelle qu'en plus, Macron a fait appel au cahier de doléances, qu'il a enterré, mais il a fait appel à des cahiers de doléances au moment du grand débat et de la crise sociale des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, ce n'était, comme les jacqueries avant 1789, que des annonces de ce qui va se passer. Ce que tu veux nous dire, Fabrice, aussi, de par l'éclairage que tu en fais sur le plan géopolitique, c'est que ça reste intemporel. Ce qui se passait il y a des centaines d'années, puisque tu évoques avec Louis-Philippe. Aujourd'hui, Macron, de son prénom Emmanuel, qui est à la gouvernance de notre pays, agit de la sorte et, en tout cas, nous plonge dans cette chute vertigineuse sur le plan financier et des déséquilibres. Absolument. Ben, la preuve. Mais regardez, et ça, je vous l'avais déjà dit. Je viens pour le secours de M. Macron. Il y a quand même eu le Covid, on est d'accord, la crise du Covid, ce n'est pas rien, on est bien d'accord. Il y a aussi la guerre en Ukraine, qui n'est pas rien non plus, parce qu'il y a aussi des conséquences très importantes sur l'économie. On va y venir. On va laisser parler, poursuivre Fabrice. Il reste un quart d'heure sur les ondes, alors, les ondes de Radio Galère. Les réactions du pouvoir par rapport à la crise, c'est quoi ? La baisse des actions publiques, dépenses publiques, le rabotage des droits, indemnité chômage, le blocage des salaires, partout au nom du il y a trop de salaires, il y a trop de charges, hein, discours du patronat, les jours de carence pour les fonctionnaires, la remise en cause de la retraite, etc. etc. Et surtout, la dénonciation médiatique systématique et à tour de rôle des migrants, des jeunes, des chômeurs, des fonctionnaires et des retraités. Et quand tu as fini la boucle, tu recommences. Donc si tu veux, ça, c'est la culpabilisation individuelle qui empêche de penser le pourquoi du comment on en est là. Et il faut bien comprendre que les explications qui sont amenées résulteraient du retournement du cycle économique. Mais si tu parles de cycle économique et que tu dis la difficulté c'est le cycle économique, tu reportes, tu masques en fait tes choix politiques qui ont été faits, qui ont débouché là-dessus, et tu mets en exergue quelque chose qui serait en dehors du système lui-même. Tu reportes sur le cycle économique quelque chose qui est de ta propre responsabilité. Et donc, de fait, tu détruis ce qu'est la politique, parce que le rôle de la politique, c'est de se confronter aux problèmes et de les régler, et pas d'aller dans des solutions qui vont aggraver les choses. Alors, je vais passer à la crise en Allemagne. Pourquoi ?
Parce que finalement, la crise en France, c'est qu'une réplique de la crise en Allemagne. Et pour une raison simple, c'est que l'Allemagne pèse 30% du PIB européen, la France n'en pèse que 20%. L'Allemagne, c'est ce qui a donné par son histoire l'émergence de l'euro, et c'est elle qui fait la poutre dorsale du système économique européen, du fait de sa puissance industrielle qui n'est pas discutable. Son activité industrielle, ça représente 25% son PIB, quand chez nous, c'est plus qu'à 12 ou 13%. Parce que nous avons privatisé, compétitivité, délocalisé, détruit et sous-traité. Et donc, de fait, tu n'as plus d'industrie. Et la meilleure preuve qu'on n'a plus d'industrie, et là, il y a un lien à faire avec la guerre, c'est que nous sommes incapables de produire les munitions nécessaires qui seraient nécessaires pour les Ukrainiens, pour leur défense. C'est pas la réalité. Pourquoi ? C'est l'Allemagne qui assure la plus grande partie de la défense. En Europe. En Europe. En Europe. Avec les Américains, bien sûr. Et avec les Américains. En Europe, c'est l'Allemagne. Oui. Voilà. Alors, pourquoi ? Alors, j'ai intitulé la crise en Allemagne de la guerre en Ukraine à la crise allemande, de la crise allemande à la guerre en Europe. Pourquoi ? Parce que, donc, on est parti de l'idée que l'Allemagne, c'est la puissance la plus importante. Mais il faut se rappeler pourquoi l'Allemagne s'est développée. Je rappelle que l'Allemagne, géographiquement, c'est un pays qui est coincé au centre de l'Europe. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'Europe centrale. Et elle n'a ni matière première importante, elle a un charbon de mauvaise qualité, et elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas de pétrole. Donc, elle est obligée de ce fait d'avoir une industrie forte, puissante, dynamique, solide. Pourquoi ? L'industrie, c'est la combinaison entre une énergie et des matières premières, duquel sortent des produits finis qu'après tu vends. Comme l'Allemagne n'a ni matière première ni énergie, elle est obligée d'importer l'énergie et les matières premières. Donc de développer une industrie forte, ce qui va lui permettre de faire des produits finis qu'elle va pouvoir vendre sur son marché intérieur, bien sûr, mais elle va réserver une partie de sa production à l'extérieur pour payer les fournitures importées qui étaient les matières premières et l'énergie. Et l'Allemagne, au lendemain de 1945, tu sais qu'elle a été partitionnée entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Chute du mur de Berlin, évidemment. Non, attends avant. Ah voilà. Il y avait une étape l'Allemagne de transitoire. l'Ouest s'est développée, pourquoi ? Et pourquoi ça a été un fleuron ? Parce que comme elle était à la lisière de l'Allemagne de l'Est, il fallait en faire une vitrine du capitalisme. Donc après le plan Marshall, tu as eu une aide américaine qui s'est faite en Allemagne de l'Ouest en vue de faire en sorte que par l'image projetée sur l'Est, cela fasse une telle comparaison de différence avec l'Allemagne de l'Est que le capitalisme négociateur de l'époque, par peur du communisme qui pourrait venir du RSS, et si tu veux, par la dynamique idéologique qu'il y avait à cette époque, l'Allemagne de l'Ouest devenait une forme de mur, mais constituée uniquement d'une image projetée à l'extérieur. D'où le rayonnement de l'Allemagne. Dès lors que l'URSS tombe, et que l'on dit que le communisme, entre guillemets, est tombé, il n'y a plus besoin de ce soutien. Donc l'Allemagne se retrouve de nouveau dans une situation où elle doit s'en sortir seule, c'est-à-dire trouver une forme d'énergie ou importer une énergie à bas prix. De Russie. Et donc, c'est là où se développent les accords entre l'Allemagne et la Russie, qui conduit Mme Merkel à d'ailleurs abandonner le nucléaire en Allemagne, puisqu'elle a la garantie d'avoir un gaz peu cher qui vient de Russie. Sous la pression des écolos aussi, on peut rappeler aussi. Sous la pression des écolos, mais la décision politique, c'est parce que je ne vais pas me faire chier avec le nucléaire, d'autant plus que c'est dangereux, alors qu'à côté, j'ai la Russie avec qui on s'accorde bien, qui construit 2 gazoducs, Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui vont me permettre de doubler les capacités énergétiques d'un gaz qui n'est pas cher et d'un gaz naturel, pour me permettre de continuer à développer une industrie puissante. Et d'ailleurs, observe que toutes ces dernières années, l'Allemagne s'est développée. Et c'est sur ce développement industriel que l'euro est devenu fort, puisqu'en fait, ça s'appuie sur le marque. L'euro, ce n'est que la façade affichée
d'un marque allemand qui couvre la réalité de la puissance financière de l'Europe. Tu retires l'Allemagne de l'euro, l'euro s'écroule. Et si on retire l'Allemagne de l'Europe, l'Europe s'écroule aussi. Mais tu retires la France aussi, c'est quand même 20% du PIB. Peut-être moins. Ah si. Si. C'est la deuxième puissance C'est la économique. deuxième puissance. Et je vous ai donc mis un graphique, mais qui sera sur... où on se rend compte que l'Allemagne a traversé 2 crises comme tout le monde, celle de 2008, où on voit un plongeon de l'industrie, mais aussitôt une remontée, un peu comme si tu descends jusqu'au fond de la piscine, tu prends appui sur le fond de la piscine et tu remontes d'un coup, donc ça remonte. En 2019, avec la crise Covid, même mécanisme, mais au bout de la remontée, ils n'arrivent pas à remonter jusqu'au bout de là où ils étaient partis. Et tu as la crise qui se déclenche, enfin la guerre qui se déclenche en Ukraine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Coupure du gaz, explosion des deux oléoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. De ce fait, l'acheminement du gaz russe ne se fait plus. Les Allemands sont obligés d'acheter du gaz américain qui est vendu 30% plus cher. 30% plus cher. Et ça impacte la compétitivité allemande, ce qui explique la chute de l'activité industrielle en Allemagne. Et pourquoi c'est grave? C'est grave parce qu'on voit que toute une série d'entreprises allemandes, BMW, Mercedes, Volkswagen, ThyssenKrupp, chutent en termes de profit et descendent en bourse. Et ça annonce l'arrivée de la crise. Bon. Et ça, ce sont des signes annonciateurs. Donc c'est bien la guerre en Ukraine qui provoque la crise politique gouvernementale en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise économique. Or, si tu boucles les choses, et c'est là où je vais répondre à l'Ukraine, qui a voulu de la guerre en Ukraine? Ce sont les États-Unis. Puisqu'ils voulaient à tout prix empêcher une Europe puissante avec une coopération russo-allemande qui passe par un gaz pas cher et une industrie allemande puissante, générant une puissance européenne globale qui aurait pu menacer la domination de l'Empire américain. Et c'est ça l'une des raisons qui explique la guerre en Ukraine. Il y en a une deuxième, c'est que les Américains ne voulaient plus d'un retour de la puissance russe. Et j'affirme, et c'est facile à démontrer, même on le fera en février pour les 3 ans de guerre, mais j'affirme que la Russie, depuis Poutine, et avant c'était Helsinki et les Américains, a retrouvé une puissance économique, sociale, industrielle, et qui fait, il y a eu un sondage l'autre jour sur LCI, 85% des Russes, qu'on soit d'accord ou pas, hein, mais un sondage objectif, pas du Kremlin, hein, un sondage d'une boîte indépendante, 85% des Russes soutiennent Poutine. Il faut comprendre. Et Macron, il en rêve hein, de ces chiffres. Bah, ils soutiennent. Je veux dire, peut-être ils n'ont pas le choix. Non. Ça, c'est une déclaration. On n'est pas dans un régime démocratique en Russie, il faut l'admettre. Donc c'est très difficile d'être un opposant. Ce qu'on fait la ici, phrase d'Emmanuel Todd, sur Radio oui. Galère, on ne pourrait pas le faire en Russie. Oui ou non? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas, tu hésites. Mais je sais pas parce que j'ai pas l'info. Mais il y a des journaux indépendants. Après, ils ont pas pignon sur rue. Ça, c'est vrai. Ils sont plutôt clandestins. Ah. Mais regarde les journaux qui sont pas mainstream dans notre pays, ils ont pas pignon sur rue. Il faut les connaître. Mais bon, pour aller sur Blast, il faut savoir. Les journalistes qui sont sur ces radios, dans ces journaux, ben, ils ne disparaissent pas ou ils ne sont pas assassinés. Ce qui peut arriver en Russie. On est bien d'accord? C'est exact. Merci. C'est exact. Mais c'est ce que dit Emmanuel Todd. Non, je sais pas ce qu'il dit. Sur la Russie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une démocratie autoritaire. Alors, démocratie parce qu'il y a des élections, il y a une campagne électorale. Autoritaire parce qu'en fait, il y a en effet une centralisation du pouvoir, mais qu'il explique, et il a raison. Tu imagines que la Russie, c'est 11 fuseaux horaires. On fera une émission spéciale sur la Russie, et je te montrerai toutes les données, c'est impressionnant. Et comprends, tu manipules pas un pays qui fait 11 fuseaux horaires
comme tu gouvernes la France. Ce que veut dire que tu justifies qu'il y a un système autoritaire Non, et totalitaire. non, non, je Comme justifie la Chine, pas. par exemple. Oui, Donc oui. tu me dis des pays de cette dimension, il peut y avoir que des systèmes totalitaires Attends, pour regarde, gouverner. regarde, C'est pour quand même comprendre. délicat Non, de dire non, ça. je justifie Tu l'as pas. pas dit, mais Non, je justifie pas. Je t'explique pourquoi. Et la comparaison est facile à faire. Quand tu prends un Zodiac que tu le pilotes, quand tu tournes, ça obéit immédiatement. Tu prends un paquebot t'imagines, ou un porte-conteneur. c'est plus difficile. Non, le temps que tu manœuvres avant que ça arrive, et heureusement qu'il y a une passerelle de commandement avec un seul type à bord qui commande, hein. Parce que sinon, ça n'obéit pas. Et si tu veux, en Russie, tu as, de mémoire, je crois que tu as 34 oblasts, c'est-à-dire des régions, avec des parlements. C'est une fédération. Voilà. On le rappelle. Hein. Comme les États-Unis. Un peu, un peu. Ben bon, c'est une autre forme. Non, c'est différent. C'est différent, mais bon, c'est quand même une fédération. Mais donc, il y a des parlements qui sont indépendants et autonomes, mais par contre, il est vrai que le président de ces parlements est nommé par Poutine. Mais ces dirigeants, en fait, c'est un peu des préfets. C'est les préfets qui représentent l'État central, qui sont envoyés dans toutes les contrées de la Russie. Et tu as 15 religions là-bas. Je te dis, la Russie mérite une émission spéciale. Hein. Bon, on y reviendra. Mais sur la crise allemande, pourquoi c'est grave? C'est que il faut bien comprendre que dans l'histoire allemande, c'est du fait de l'absence de matières premières et d'énergie que l'Allemagne s'est constituée en Reich et a été cherchée à l'extérieur, expliquant les deux guerres mondiales. La première pour les colonies, c'était la dispute des colonies en Afrique, hein, qui a généré la Première Guerre mondiale. Et la seconde, c'était, je n'ai plus l'expression qu'utilisait Hitler, mais c'était la terre indispensable et l'extension de l'Allemagne pour chercher les matières. Vital, voilà, c'était un truc, il y avait le mot vital. Voilà. Donc, et c'était pour ça, c'est ça qui les a poussés. Et qu'il était, comme l'a dit Dany tout à l'heure, le représentant de la bourgeoisie financière allemande qui, elle, a mis Hitler au pouvoir. C'est ça la réalité. Et donc, si tu veux, on est en train de retomber avec la crise allemande, avec en plus la crise française en réplique, dans des logiques qui nous renvoient, j'ai pas dit que c'était la même chose, qui nous renvoient à cette période. De plus, tu le sais, l'AfD, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le LD, non c'est l'AfD je crois, le parti nazi est en train de gagner des élections partout. Et notamment en Allemagne de l'Est, qui a été à l'époque sacrifiée par l'Allemagne de l'Ouest, au nom de l'unité absolue. Donc voilà où on en est. Retour, donc le risque de guerre, ce coup-ci en Europe est possible, parce que en fonction de comment évolue la crise économique et sociale en Allemagne, et des puissances politiques qui sont appelées, tu peux aller d'un côté et de l'autre. Et les Américains avec Trump n'iront pas intervenir pour sauver l'Allemagne. Pour eux, c'est un concurrent. Regarde la différence qui est faite sur les droits de douane que veut imposer Trump, entre d'un côté l'Europe où les droits de douane vont être augmentés à 30%, et de l'autre côté pour la Chine seulement 10%. Je termine. Pas terminé, mon cher Fabrice, puisqu'il est 9h25, 30 secondes, et que notre invité, et à chaque fois je me fais taper sur les doigts par la technique, donc c'est très important de respecter le timing. Je te laisse 30 secondes, vraiment 30 secondes, Fabrice. Une poésie sur Notre-Dame. Et ton dernier round. Le travail des hommes, nuée de compagnons solidaires déterminés à rebâtir, ouvrant leur cœur et leur passion sans repentir, toutes et tous liés en pensée par la fabrication de l'œuvre. Ravissement du travail de ces oubliés manœuvres, enlacés par leurs outils dont ils chérissent l'affûtage. Dans des cieux majestueux s'élève à nouveau la flèche, augurant du dialogue avec la voix céleste et sans brèche, maintenue par l'arche de bois de Mélèze formant la voûte, étalant sur le bâti ces sculptures de pierre qui envoûtent. Du bois et des pierres, la cathédrale marie les contraires, envoûtante est la construction qui défie l'aiguille horaire. Paris, éternel du peuple de Paris, qui se rend en prière, augurant du roman universel à l'écriture ouvrière. Rude est l'histoire ancestrale de l'architecture des temps, immaculée conception que celle de l'irruption du printemps. Sur le papyrus du ciel est gravé le travail des hommes. Parfait. Merci Fabrice, merci Dany d'avoir été
encore une fois extrêmement intéressant. Pause musicale et tout de suite donc